Voilà, mesdames et messieurs, une édition spéciale. Le Congo va connaître son 3e référendum et sa 8e constitution. Il était important pour nous de nous entourer des intelligences qui peuplent cette diaspora. Je suis en compagnie de Vivien Manangou, constitutionnaliste. Monsieur Manangou, bonjour. Bonjour, monsieur Makosso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons profiter de vos lumières pour comprendre les enjeux actuels. Le Congo va connaître, comme je disais tantôt, en fait, sa 8e constitution et son 3e référendum. Alors, rapidement déjà, ce référendum est contesté jusqu'aujourd'hui. Les bases sur lesquelles le président l'a fondé, pensez-vous que ça tient? Monsieur Makosso, notre discussion d'aujourd'hui est à bien des égards fortuite. Fortuite, d'abord parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Et pourtant on y est. Elle n'a pas lieu d'être, donc j'insiste. Parce que le chef de l'État s'engage dans une voie qui est à la fois hasardeuse et dangereuse. Dangereuse pour la paix sociale, pour l'unité du pays. On en voit encore les preuves aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Pont-Noir. Hasardeuse parce qu'il viole toutes les règles procédurales dans l'art. Avec là-bas des institutions habilitées à dire le droit. Des institutions qui sont désormais des institutions de voyous, puisqu'à partir du moment où le juriste sort de l'éthique, il n'est plus juriste, mais il devient accompagnateur des politiques. Cela vaut pour la Cour suprême. Cela vaut pour la Cour suprême, pour la Cour constitutionnelle, et tenez-vous bien, cela vaut aussi pour l'Assemblée nationale qui est restée jusqu'à présent très silencieuse alors qu'il a des nombreux pouvoirs pour empêcher cette forfaiture. Donc, fortuite, disais-je, parce que une telle discussion est de nature à conduire à un changement des règles du jeu au cours d'une partie. Enfin, fortuite, parce que l'on ne change pas une constitution pour des intérêts personnels. Mais comme vous me posez la question, et comme vous êtes gentil, je veux tout de même vous répondre. Allez-y, répondez, ce serait une bonne chose déjà. Le président Sassou commet une double erreur. Première erreur, il a décidé de changer de constitution en organisant ce qu'il appelle un référendum, alors que les bases du référendum ne sont pas connues. Un référendum, c'est comme une élection. Est-ce qu'on peut organiser une élection sans loi électorale? Peut-on organiser une élection sans loi électorale, M. Makosso? Vous attendez que je vous réponde, M. Manangou? Oui, bien entendu. Écoutez, je pense que même les néophytes en droit répondront par négative. Très bien. Alors, nous allons organiser un référendum sans régime des consultations référendaires. Si vous lisez l'article 110 de la Constitution, non, pardon, 111 de la Constitution, le régime des consultations référendaires relève de la loi ordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'organiser un référendum, il aurait fallu que le Parlement adoptât une loi portant régime de la consultation référendaire. C'est grâce à cette loi qu'un référendum aurait pu être organisé. Or, jusqu'aujourd'hui, cette loi n'existe pas. Sur quelle base M. Sassou et ses amis vont-ils organiser ce référendum? Première chose. Deuxième chose, enfin, M. Sassou a interrogé la Cour constitutionnelle pour savoir s'il était possible de recourir à l'article 110 pour organiser un référendum qui porterait sur l'évolution des institutions. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'article 86, qui est l'article de principe en matière de référendum, limite l'objet du référendum à l'organisation des pouvoirs publics, aux questions relevant de l'économie et du social, et enfin aux questions relevant des libertés. Vous aurez compris que l'évolution des institutions n'existe pas. Comment va-t-il alors organiser un référendum sur l'évolution des institutions? Tout ceci est une grande supercherie, c'est de la magie juridique, ce n'est pas du droit, et nous espérons que les choses se passeront de façon négative pour eux. Alors, M. Manangou, ce qui est quand même surprenant, comment expliquez-vous que les grandes personnalités qui disent le droit au Congo se soient plus ou moins laissés aller dans cette forfaiture, ce que vous qualifiez de forfaiture? Vous vous rappelez sans doute qu'on avait commenté avec vous lors d'un Bongui Show qui est resté célèbre, le Nzobi. C'était déjà aussi du doyen Moudoudou, le même, décidément, qui avait déjà initié l'idée qu'on pourrait prêter le serment sur le Nzobi. C'est pour vous dire que lorsque... vous savez, la frontière entre le droit et la politique est une frontière poreuse, très poreuse. Et le juriste, dès lors qu'il se départ de son statut de juriste pour adopter le statut de politique, peut faire des choses incroyables, inimaginables. On a beaucoup d'exemples, c'est fait au Togo à la mort de monsieur le président Feu et Yadema. Alors, vous me demandez de vous répondre sur le fait que les gens plutôt intelligents commettent des bêtises.
Eh bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais lorsque M. Iloki, qui est président de la Cour constitutionnelle, que M. Lenga Placide, qui est président de la Cour suprême, valide un plan qui bafoue toutes les règles constitutionnelles, ça peut se qualifier. Là encore, c'est de la haute trahison. C'est de la parjure. On voit aujourd'hui l'opposition contester, donc pour vous, Viviane Monango, aujourd'hui, l'opposition a tous les outils juridiques, en fait, pour contester et ne pas aller à ce référendum. Bien entendu, l'opposition dispose de tous les arguments juridiques pour ce faire. La vraie question, c'est que nous sommes dans un système dans lequel il est impossible de faire recours pour invalider le processus. Pourquoi? Parce que les juridictions, justement, se sont prononcées du côté de la forfaiture. En réalité, dans le tas actuel du pays, il ne reste qu'une seule disposition qui a de la valeur. C'est l'article 10 de la Constitution, qui appelle à la désobéissance civile. Je suis quelqu'un de plutôt modéré, de plutôt tempéré, mais tout de même. Lorsque ceux qui sont censés vous protéger vous tuent, lorsque ceux qui sont censés lire le droit font souffrir le droit au bénéfice de la politique, que reste-t-il aux honnêtes gens, aux Congolais qui ne demandent qu'à vivre? Il leur reste à s'opposer. Voilà, se poser, vous avez suivi Viviane Monango depuis hier, le 17, la situation du côté de Pointe-Noire, déjà, votre analyse, avant qu'on ne rentre dans le fond de cette nouvelle constitution proposée par... Pointe-Noire est une ville rebelle, comme toutes les villes océanes. Vous n'avez pas été surpris, en fait. Mais je le dis depuis des années. Pointe-Noire est une ville rebelle, comme toutes les villes océanes. C'est une ville où les gens ne vivent pas de la politique, où les gens vivent de l'initiative privée. Et cette ville, je pense, a depuis longtemps doute depuis longtemps de la capacité des gouvernants à faire de Pointe-Noire une ville où il fait bon vivre. À partir du moment où un projet de ce type est soumis, il était certain qu'à Pointe-Noire, les jeunes réagiraient. Mais, M. Makosso, ils ont réagi de façon plutôt contenue, plutôt limitée, de façon plutôt... on a quand même vu qu'il y a de la casse. La police a tiré. La police tire sur des gens qui n'ont pas d'armes. C'est du terrorisme d'État. Et ce monsieur se balade à Pointe-Noire, on me l'a encore dit, on me l'a confirmé. Il se balade à Pointe-Noire librement. Un officier, il n'est pas officier, un agent de l'ordre qui tire sur des citoyens qui manifestent. Alors que le droit de manifestation est consacré par la Constitution qui veut le changer. Que devraient faire les jeunes? Applaudir? Non, ils résistent. Ils sont de la résistance. Voilà, Viviane Monango, on est dans une situation assez bizarre au Congo aujourd'hui. Est-ce que ce pays est régi par deux constitutions? En plus, il y a une constitution qui va être adoptée dans quelques jours, il y a une autre qui est là en vigueur. Ça se passe comment en fait? Comment se négocie la transition entre les deux? Non, le pays est régi par une seule constitution. D'ailleurs, aucun pays au monde n'est régi par deux constitutions en même temps, sauf le Burkina Faso qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire, puisque vous avez la constitution qui n'a pas été abrogée et une loi fondamentale qui a été rajoutée à la constitution. Oui. Nos amis burkinabés ont beaucoup d'imagination. Comment on qualifie la situation du Congo? Chez nous, on n'a qu'une seule constitution, c'est celle du 20 janvier 2002. J'espère qu'elle restera la constitution qui va régir le pays. Cependant, étant donné que nous sommes censés, que le président de la République veut nous emmener vers un référendum, alors là je vais m'exprimer plutôt en droit que allez-y, c'est de votre droit. Dans le cadre de cette organisation, il y a ce qu'on appelle les dispositions transitoires ou les dispositions finales. La constitution qui est rédigée, c'est-à-dire le projet de constitution qui va être soumis au référendum, prévoit des dispositions transitoires qui vont régir la transition le passage entre la constitution ainsi abrogée et la constitution qui sera adoptée. C'est-à-dire, dans cette constitution, dans ce projet de constitution qui ne sera jamais adopté, oui. Il y a... Vous êtes aussi sûr, en fait. Je suis certain. Parce que sinon, c'est la mort de la démocratie. Il faut dire les choses clairement. Hein. Si ce projet Moudoudou, Sassou, Lenga passe, c'est la fin de la démocratie. Il n'y a pas 10 000 choses à dire. C'est ça la vérité. Donc tous les démocrates du Congo doivent se liguer pour que cette affaire ne passe pas. Bon, donc si on revient, comment ça se passe? Dans cette disposition dite transitoire, il y a un article qui prévoit que les institutions issues de la Constitution de 2002 continueront à régir le pays jusqu'à ce que les institutions de la prochaine Constitution rentreront en vigueur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vacances de pouvoir.
la transition est assurée dans ce texte-là. Donc l'argument selon lequel M. Sassou ne serait plus président après le référendum ou le jeu du référendum est faux. Ce n'est pas un bon argument sur le plan du droit, ça ne tient pas. Il ne faut pas le reprendre, c'est une connerie. Voilà, ce qui n'est sans doute pas une connerie, c'est sûr à quoi nous allons arriver pour rentrer en fait dans ce texte. J'aimerais juste dire aux personnes qui nous regardent que nous avons prévu en fait organiser ce petit moment d'échange entre Vivian Onangou et une personnalité issue de la famille politique de la majorité présidentielle, notamment du PCT. Malheureusement, on nous a fait comprendre que cela n'était pas possible, faute de disponibilité. C'est pour cela que nous avons M. Onangou seul sur ce plateau. Alors, Vivian Onangou, on va rentrer dans ce texte. Déjà, il y a plus de 200 articles. Était-il nécessaire d'avoir autant d'articles? Dites rapidement. Non, enfin, vous savez, après, on peut faire ce qu'on veut, hein. C'est pas très très grave. On peut arriver à 300, 400. Oui, la constitution du Venezuela doit avoir à peu près 300 articles. On peut aussi dire, oui, il ne faut pas faire des enfants, on peut tout mettre, hein. On peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas très grave. Alors, quand vous entendez, en fait, aujourd'hui, les tenants de cette constitution, de ce projet de constitution, on a vu le ministre de la communication, M. Mongala, faire tous les plateaux européens expliquant que c'est une bonne chose, en quoi, déjà, cette constitution apporte des avancées dans l'évolution des institutions congolaises. J'ai du mal à comprendre la logique des tenants de ce projet de constitution. Parce que c'est vrai que les avancées, on les compte... il y a quelques avancées, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire, mais est-ce que c'est vraiment des avancées? Alors, dites-nous déjà, c'est quoi exactement? On avance avec quoi? De ce que j'ai lu, il est prévu une république décentralisée. L'émergence d'une république décentralisée. Était-il nécessaire de consacrer dans la Constitution de la décentralisation? Non. Non. En France, la loi portant décentralisation c'est la loi de mars 82, c'est une loi adoptée par le Parlement. Le principe de la libre administration des collectivités territoriales a été constitutionnalisé par une révision de la Constitution en 2003. Donc, point de besoin de changer de constitution pour organiser la décentralisation au Congo. D'une part. Mais c'est même une avancée, c'est-à-dire on avance. Non, pour moi, c'est pas une avancée. Ça se présente, on le présente comme ça, mais si vous voulez, on n'a pas besoin de changer de constitution pour ça. Une bonne loi portant sur la décentralisation. D'ailleurs, en 92, on l'a déjà fait, ça. Il y a une loi sur la décentralisation au Congo qui existe. La loi portant décentralisation de 92, 93, il me semble, qui avait été portée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain M. Mireille Martin. Bon, ça existe. On n'a pas besoin de changer de constitution pour ça. Deuxième chose, qu'eux ils appellent avancée, on a créé une espèce d'institution des femmes. Il y a les femmes, il y a les handicapés, oui, il y a les autochtones. Bon, commençons par les femmes, puisque, bon, très bien. Commençons par les femmes. C'est quoi cette bêtise? C'est une avancée. Vous dites parité, homme-femme, et vous créez quelque chose qui serait quelque chose pour les femmes. Et où est la parité? Et pourquoi il n'y a pas quelque chose pour les hommes? Les femmes ne sont pas des êtres différentes. Ce sont comme des hommes, ils sont pareils. C'est-à-dire que les questions qui relèvent des hommes relèvent des femmes. Et puis s'il y a des spécificités dues à la particularité des femmes, par exemple des femmes mères, on le sait ça. Pas besoin de mettre ça dans la Constitution, c'est une connerie. L'handicap, c'est quoi cette affaire encore d'handicap? On va en créer un truc pour les handicapés, personnes vivant avec un handicap. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les avancées. Ce ne sont pas des avancées. Ce sont des... C'est rien du tout. Voilà, c'est rien du tout. On attendait que vous trouviez autre chose, Vivian Onangou. Aujourd'hui, quand on parle de ces institutions, en fait, concernant soit les femmes ou les handicapés, on parle peut-être d'un constat. C'est que ces catégories, dans la société congolaise, ne bénéficient sans doute pas entièrement des droits qui devraient être les leurs. C'est pour ça que l'article, il me semble, si j'ai bonne mémoire, l'article... Ça devait être l'article 8 déjà de la Constitution. La Constitution actuelle, la nôtre, celle que nous défendons, prévoyait déjà la parité homme-femme. Monsieur Makosso. En France, prenons l'exemple de la France, puisque nous vivons en France. Qu'est-ce qui a fait évoluer la société française? Le monde politique, sur le plan de la parité. Vous savez pas, la Constitution française 58 n'a pas un seul article qui porte sur le statut particulier des femmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis socialistes, puisque c'est Martine Aubry qui a porté cette réforme, lorsqu'elle était ministre des Affaires sociales dans le gouvernement Jospin? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait adopter la loi sur la parité, une loi qui obligeait la représentation des femmes sur le liste, une représentation proportionnelle des femmes. Aujourd'hui, lorsque vous allez, les conseils municipaux, les conseils régionaux, il y a autant de femmes que d'hommes. Mais le Congo a aussi adopté une loi pourquoi qui oblige en fait les têtes de liste d'avoir au moins 30% de Donc, femmes. vous voyez bien
que tout ce qu'ils mettent dans la Constitution ne sert à rien. Ils veulent faire parler les gens, mais tout simplement, ça sert à rien. Quand on entend toujours Thierry Mongala qui parle des avancées, on évoque par exemple la place des jeunes. On sait quand même que dans l'ancienne Constitution, dans l'ancienne, en fait, de la Constitution actuelle, c'est de 2002. Pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir au moins 40 ans révolus, il faut avoir 15 ans d'expérience. Alors là, on ramène à 30 ans et 8 ans d'expérience. Est-ce que là, ce n'est pas une manière de donner de la place, en fait, et de rajeunir la classe politique congolaise? J'ai toujours pensé que c'était une erreur d'inscrire, d'exiger 40 ans. Et il me semble que c'était 10 ans d'expérience ou 15 ans d'expérience. 15 ans d'expérience professionnelle. 15 ans pour être candidat à l'élection présidentielle, parce que, ne serait-ce que parce que M. Sassou est arrivé au pouvoir à 36 ans. Bon, très bien. Donc on peut très bien commander avant. Mais là où je ne suis pas d'accord avec ce que raconte le ministre Mongala, c'est que, d'abord d'une part, parce que moi nous sommes 4 millions, et si sur les 4 millions, il doit y avoir au moins 3 millions de jeunes, ou 2 500 000 jeunes, ou 2 millions, je ne sais pas, il y a plus de jeunes au Congo que de vieux, si tous ces jeunes-là seraient présidents, je ne sais pas comment on s'organise. Donc si on a 2 millions de présidents jeunes, bon, donc le mieux c'est déjà que M. Mongala dise à son chef qu'il se débrouille à trouver du travail. Qu'il travaille, c'est déjà beaucoup mieux qu'ils fassent tous la politique, d'une part. D'autre part, et ce qui est fondamental, concernant cette affaire de jeunesse, on nous dit 30 ans, on peut être candidat, mais il faut avoir 8 ans d'expérience. Combien de jeunes au Congo commencent à travailler à partir de 22 ans? C'est une arnaque. À 22 ans, tous les Congolais savent qu'un jeune Congolais à 22 ans vit chez ses parents, il est au chômage ou il est étudiant, il n'aura jamais ses 8 ans d'expérience à 30 ans. Les deux ne vont pas ensemble. Ça devrait être alternative. Soit l'un, soit l'autre. Pas les deux en même temps. Encore une erreur d'apprenti. D'autres erreurs d'apprenti, noteriez-vous, Vivez Monango, c'est aussi sans doute en fait ce fameux article 96 et l'article 10. Vous pouvez juste rappeler un peu l'esprit de ces articles avant qu'on ne rentre dans ces détails. Alors, donc, pour faire simple et de façon caricaturale, je l'assume, c'est la consécration de l'impunité sur le plan international. C'est-à-dire, grosso modo, un Congolais qui aurait commis quelques forfaitures, quelques crimes, ne pourrait pas être extradé si sur le plan international sa responsabilité pénale était engagée. Ça c'est l'article 10. Ça c'est l'article 10. L'article 96, quant à lui, si je me mémoire, pose le principe, je crois qu'il concerne exclusivement le président de la République, oui. Et cet article dit que l'on ne peut pas, que cet article pose une prescription pour les actes qualifiés de délit ou de crime, que le chef de l'État aurait commis dans l'exercice de ses fonctions. Et si, une fois qu'il a assumé son mandat, que son mandat est arrivé en terme, on ne peut plus, puisqu'il y avait une prescription entre-temps, on ne peut plus le juger ou le condamner pour cela. Et d'ailleurs, là on va plus loin, la personne ou l'autorité qui engagerait des démarches de ce sens serait lui considérée comme un criminel. Dans quel pays au monde on peut écrire une bêtise pareille? C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous expliquer. Alors, si vous permettez, M. Manango, l'extradabilité des ressortissants d'un pays, cela, c'est quelque chose, c'est une disposition qu'on trouve dans plusieurs constitutions. La France, par exemple, n'envoie pas ses ressortissants à être jugés sur le Dingokai, si vous permettez, ou sinon non, mais à Broquet, ou encore... Non, mais ça dépend. Enfin, vous rappelez de l'affaire de Ilham Halimi, le gang de monsieur, il s'appelle comment, monsieur tristement célèbre, monsieur Fofana. Youssouf Fofana avait fui en Côte d'Ivoire. Et il avait été extradé pour être jugé en France. Parce que ce monsieur n'avait pas la nationalité ivoirienne. Mais si ce monsieur avait la nationalité ivoirienne, il faut qu'il ait eu une convention entre la France et la Côte d'Ivoire qui fixait, qui déterminait le statut des binationaux lorsqu'ils ont commis une forfaiture. Dans le cas du Congo, il ne faut pas oublier que le Congo a signé le traité de Rome de 98 qui instaure la CPI. D'ailleurs, cette affaire, c'est plus la CPI qu'autre chose que ça vise. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, le président Sassou faisait partie du club des chefs d'État qui demandait que l'Afrique dénonce le traité de Rome pour sortir du statut de la CPI. Donc ceci peut expliquer cela. Alors, cette affaire, il aurait été plus simple de faire quelque chose. Monsieur Sassou est président du Congo, il a un ministre des Affaires étrangères, le Congo est un État souverain, qui commence par dénoncer le traité de Rome. Le Congo a le droit de sortir du traité de Rome. L'Afrique du Sud va peut-être le faire. Oui. Qu'il sorte du traité de Rome s'il veut, mais qu'il arrête de nous expliquer qu'un Congolais qui aurait tué quelqu'un en France, qui fouillerait au Congo, ne serait pas extradé. Comment voulez-vous qu'on comprenne? C'est quoi ce raisonnement? Alors, les mauvais esprits
disent que c'est sans doute la base du changement de constitution, c'est-à-dire que le président de la République actuelle voudrait se donner une immunité quasiment à vie, afin que toutes les plaintes contre lui aujourd'hui, notamment sur les problèmes liés aux biens mal acquis ou autres, ne puissent pas en fait... Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que j'ai écrit, vous le savez, parce que je l'avais présenté sur votre plateau. J'ai écrit, moi, j'avais initié une démarche Lisanga il y a quelques années. Et dans le Lisanga, on avait prévu une amnistie pour le chef de l'État. Sans pour autant qu'il soit candidat. Ça veut dire que si réellement c'est tout ce qui le préoccupait, il n'y avait pas besoin de changer de constitution. Mais par ailleurs, le président de la République a toujours dit qu'il est innocent. Je l'ai suivi sur France 24 parce qu'il a expliqué que les affaires de biens mal acquis, c'est un homme pauvre qui vit chichement. Enfin bon. Donc, il n'a rien à cacher. Si demain, il pense qu'il n'a rien fait, bon, très bien, il pourrait très bien aller à la CPI et puis dire à la CPI, écoutez, je suis innocent, auquel cas il reviendrait à Oyo. Alors pourquoi il n'y a que ces deux articles qui cristallisent des esprits en fait en ce moment, Vivement Nango? Parce que on ne parle pas des autres en fait. Parce qu'il y a une soif de justice au sein de la population congolaise. Oui. Les Congolais ont vécu pendant longtemps dans l'impunité. Ils ont vu des dirigeants voler à tour de bras, des gens s'empiffrer des biens publics, des deniers publics. Et donc les Congolais ont soif de justice. Et lorsque les Congolais sont alertés par des dispositions constitutionnelles qui tendent à institutionnaliser l'impunité, les Congolais réagissent. Mais je peux vous dire, M. Makosso, il y a des articles qui sont beaucoup plus dangereux. Sur l'organisation des pouvoirs, on dit, contrairement à ce qu'a dit le ministre Mongala, que le Congo revenait dans sa tradition parlementariste. C'est pas vrai, le Congo n'a pas de tradition parlementariste. Le Congo a une tradition présidentialiste. Yulu, c'était un président, il n'y avait pas de premier ministre, c'était lui le chef. Massamba Deba, pareil. Ngouabi, pareil. Sassou aussi. Il n'y a que sur les Souba, les 5 ans de les Souba, où il y a eu un régime semi-présidentiel, quoique le terme soit mauvais. Donc, vous voyez bien que cette histoire de retour, machin, c'est faux. C'est encore une connerie que les amis racontent. Voilà, donc finalement, pour vous, cette constitution, en fait, c'est une belle connerie. Certains disent c'est un consti-chiffon ou un truc comme ça. Consti-chiffon, c'est pas mal comme terme. C'est une très belle connerie. C'est une très belle connerie qui n'a qu'un seul objectif, c'est faire en sorte que l'homme de Mpila reste président. Encore 5 ans. Et vous avez vu, comble de l'ironie, c'est un mandat renouvelable 2 fois. C'est-à-dire que, désormais, nous sommes le seul pays au monde. Les gens, qu'est-ce qu'ils font généralement sur les mandats de président? C'est soit vous êtes réélu une fois, oui, soit c'est mandat à vie, un peu comme au Togo, avec notre ami fort. Et il y a des mains. Mais de dire que vous pouvez faire 3 mandats, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5? Enfin, je ne comprends pas bien le principe. Voilà. Donc, cette constitution est une honte. Ce projet de constitution est une honte, à la fois pour l'intelligence collective, parce que les Congolais sont des gens plutôt intelligents, mais c'est aussi une honte pour la famille des juristes, des constitutionnalistes. On ne peut pas pendre. Je vais vous faire une confidence. Hier, je parlais avec une amie, elle s'appelle Sylvie Torcol, je cite son nom, elle est maître de conférence à Toulon, et elle m'a dit, mais vous n'avez que ça chez vous. C'est-à-dire, tout ce qu'on a chez nous, c'est ceux qui sont capables de produire ça. Oui. Voilà, l'image qu'on donne des juristes congolais. On ne va pas rester sur cette image des juristes congolais, on va essayer d'avancer. Aujourd'hui, comment on peut laver cette honte finalement? On lave comment? En retirant ce projet que j'ai qualifié de funeste dès le départ. En retirant ce projet, le chef de l'État a encore une porte de sortie, que je l'encourage à prendre cette porte de sortie. C'est laquelle? C'est de prendre son courage, comme il a fait il n'y a pas si longtemps, à l'assaut plus générale, c'est-à-dire demain, si le président écoute, prendre son courage, au palais du peuple, rapidement, petit plateau, bien, il s'adresse au peuple, comme le lui permet la Constitution. Chers compatriotes, je pensais que, voilà, mais je me suis rendu compte que le peuple congolais ne veut pas, le Congolais profond ne veut pas de changement de Constitution. C'est pour ça que j'ai décidé, en mon âme et conscience, en assumant, de retirer le projet de Constitution, plus de référendum le 25, et le calendrier électoral sera respecté. C'est-à-dire qu'en août, je partirai. Voilà, une belle porte de sortie. Est-ce que c'est pas un vœu pieux finalement, maintenant? Que c'est un vœu pieux. Peut-être, ça peut être de la naïveté, ça peut être de... Mais croyez-moi, M. Makosso, M. Sassou a plus d'un tour dans son sac. Et il peut encore nous surprendre. Mais j'espère vraiment qu'il va nous surprendre. Vous savez, ça fait longtemps qu'on attend les surprises, ça n'arrive pas véritablement. Mais peut-être que cette fois-ci, on aura une belle surprise qui serait un très beau cadeau de Noël, finalement. C'est votre vœu?
Ah oui, le plus cher, qu'il retire son projet funeste de constitution. C'est ça, constitution. C'est pas mon expression, mais c'est une expression qui est en ce moment sur le réseau, finalement. Bon, ça sert bien, je l'emprunte. Voilà, vous le rendez peut-être un jour. Bah si, puisque ça va être viré, donc on parlera de constitution, on reviendra à des choses plus sérieuses. Voilà, mesdames, messieurs, Vivien Monangou, merci pour ces éclaircissements. Peut-être un dernier message, puisque les temps sont quand même durs, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas déjà comment les choses vont se passer d'ici là. En tant qu'homme de droit. En tant qu'homme de droit, je voudrais que les Congolais comprennent bien qu'il existe une différence entre le référendum et le plébiscite. C'est une question qui n'a pas été assez évoquée. Personne n'en parle. Ce à quoi le président de la République nous invite, c'est un plébiscite. Le plébiscite comme le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe qui servent à donner la parole ponctuellement au peuple pour qu'il se décide sur son avenir institutionnel ou social ou économique. Là où les deux procédés divergent, c'est à partir du moment où le référendum vise la satisfaction d'un intérêt qui est un intérêt général et identifié, alors que le plébiscite vise un intérêt, la satisfaction d'un intérêt qui est un intérêt individuel et particulier. Exemple de plébiscite, en 1852, vous voyez, j'allais dire ça nous vieillit, mais au fond, ça ne vieillit pas du tout. 1852, ça ne rajeunit pas non plus. Pas non plus. Bon, 1852, Napoléon, qui avait fait adopter une très belle constitution présidentielle en 1848, je pense, dans laquelle il avait dit quelque chose de très simple. Aucune personne, aucun président de la République en fonction ne peut se représenter de façon immédiate. C'est-à-dire, grosso modo, tu fais 5 ans de mandat, c'était 4 ans, et puis tu ne peux pas être candidat. Tu peux revenir dans 8 ans si tu veux, mais dans l'immédiateté, non. Puis Napoléon est président, ça se passe bien. Et puis, il pensait que 4 ans c'était long, au fond c'est pas long, 4 ans ça arrive vite. Dès qu'on arrive en 51, Napoléon s'est dit, mais comment je fais? Moi je vais encore être président, il faut virer cette constitution. Monsieur Makosso, je vous invite à lire le coup d'état de Napoléon. C'est du copier-coller de ce qu'est en train de faire le président Sassou. Et un ministre de M. Sassou, un ancien ministre de M. Sassou, que je ne citerai pas le nom, par courtoisie, m'a dit, c'est un féru de lecture de Napoléon. Donc pour revenir sur Napoléon, je disais, Napoléon a commencé par consulter les départements. Un peu comme les sages. Les gens ont commencé à dire, ah oui, mais cette constitution est mauvaise, il faut peut-être la changer. Il a essayé de passer par le Parlement a bloqué le projet. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'état. Il a pris l'armée, ils ont viré tout le monde. Il a organisé non pas un référendum, mais un plébiscite, et la constitution a été adoptée. Voilà. C'était la fin du Second Empire. 1852. D'ailleurs, si Dieu nous prête vie, j'écrirai un livre que j'ai commencé à écrire, que je vais co-signer avec un ministre, un ancien ministre, le titre sera Napoléon au Congo. Et ce sera justement cette vision comparée entre la démarche du président Sassou et là. Voilà, donc je vais dire aux Congolais, nous sommes ici en plein coup d'État constitutionnel, il n'y a pas d'autre terme. Dans ce cas de figure, les Congolais doivent résister. Ils doivent résister. L'avenir s'écrira avec les larmes, peut-être avec le sang, j'espère que non, mais surtout avec le courage du peuple congolais.